Nous sommes heureux de vous recevoir, Jeff Pambi, bonjour. Bonjour. Vous êtes président des Alertes RDC. Abordons notre entretien avec les actes de vandalisme tels qu'ils se sont passés hier au stade de Martyr après le match, la défaite de la République démocratique du Congo face aux Lions de Taranga du Sénégal. Comment vous avez vu les comportements de la jeunesse congolaise après ces matchs? Bon, le comportement pas de la jeunesse congolaise, mais de ceux qui se sont exprimés de cette manière-là, n'est pas différent du mode de la vie que le Congo connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que tout est en désordre. Et dans la vie, par moment, et surtout lorsqu'il s'agit de la vie de la nation, il faut savoir à un moment ou à un autre s'arrêter, se regarder et puis lever de nouvelles options pour avancer. Mais lorsqu'on avance comme des aveugles, vous voulez que ces jeunes gens se comportent comment? Lorsqu'il n'y a aucune règle qui est respectée, on vit comme dans une jungle, on n'arrête que ceux qui ont des opinions plus ou moins contraires de siennes, et les autres, ils sont de soit des délinquants financiers, soit de tout ce que vous voulez, et ces enfants vous voient. Lorsque papa est fumeur, ne vous étonnez pas que l'enfant fume aussi. Et les parents ne sont plus modèles aujourd'hui. Nous, on est gouverné par des personnes qui ne respectent pas elles-mêmes des règles. Et donc le pays n'a pas on est un peu en désordre. Et c'est ces désordres-là qui se manifestent en ces enfants qui ne sont plus encadrés et qui n'ont plus de repères. Parce que, allez-y, lui poser une question et cet enfant va vous répondre, et il va vous cracher à la figure et tout ce qui lui vient à l'esprit. Et bien, parfois, il vous dit, mais est-ce que c'est toi qui vas arranger ce pays? Est-ce que quand on vole là-bas, avant ce match, lorsque on débattait, on causait avec les amis, et déjà on pouvait se dire, je l'ai dit, quand j'ai vu qu'un sponsor avait placé des chaises, j'ai dit que bon, de toutes les façons, le sponsor sait déjà que ces chaises-là ne lui appartiennent plus et que ça sera soit cassé, soit emporté. C'est-à-dire, c'est ça l'esprit aujourd'hui du Congolais. Et donc, on doit s'arrêter à un moment et savoir qu'un pays, un État doit marcher avec des règles. Et un bien public reste un bien public. On ne détourne pas, on n'utilise pas un bien public pour des fins personnelles. Mais lorsque d'en haut en bas, et c'est ça qui est devenu la règle, que la règle est devenue autre chose, eh bien c'est l'inversion des valeurs, c'est la pyramide renversée, et il n'y a plus rien à s'étonner, on ne s'étonne plus de rien dans ces pays, et c'est regrettable. Mais lorsque, au Congo aujourd'hui, vous regrettez un acte comme ça, c'est-à-dire que vous n'êtes pas normal. Être normal, c'est considérer que ce qui s'est passé, et c'est ça qui devrait se passer. Et donc, inversion des valeurs, il faut tout refaire si on veut réellement que le Congo redevienne un pays respectable. Il faut tout refaire, ça c'est votre parole, mais vous avez du moins un pouvoir de prémonition, puisque vous saviez ce qui allait arriver. Mais devinez si ce qui s'est passé hier, et la jeunesse est manifestée lorsque la vie ne marche pas bien et qui demandait des changements. Est-ce que cela pourrait aussi arriver facilement? C'est ce que nous ne cessons de dire d'ailleurs. Et parce que dans ce pays ou ailleurs, moi je dicte deux façons de changer les choses. C'est-à-dire the soft way or the hard way. La manière forte ou la manière douce. La manière douce, c'est un modèle qui vient d'en haut vers le bas. Et il y a un modèle qui s'imprime vers le bas. Et voilà, quand on regarde en haut, on se dit, ah oui, voilà, n'osez pas faire ceci, sinon, bah voilà, en haut, on n'aime pas ça. Mais lorsque en haut déjà ça ne marche pas, c'est-à-dire on a des ministres qui volent, c'est pas moi qui l'ai dit, des députés qui sont corrompus alors qui font des lois et qui sont supposés être des modèles, des directeurs généraux ou quoi, des mandataires publics qui sont eux-mêmes des détourneurs, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux-mêmes qui s'accusent. Eh bien vous voulez que les enfants en bas soient quoi? Donc c'est comme ça, donc on est dans une société comme ça, alors il reste la deuxième option qui est une manière forte, c'est-à-dire la révolution. Et cette révolution, c'est d'abord la révolution de la mentalité. On n'accepte plus rien lorsque quelqu'un a volé ou lorsqu'on a augmenté le prix du pain de manière intempestive sans avertir, ou le prix du carburant, ou l'on vient casser dans la ville de Kinshasa sans avoir averti. Eh bien la population se soulève. Elle se soulève pour protester. Parce que la population a des droits.
Et ces droits sont garantis par les lois du pays. Et il y a des gens qui sont supposés faire respecter ces règles, ces lois. Mais lorsque ceux qui sont supposés respecter, faire respecter les règles, eux-mêmes sont celles qui ne respectent pas les règles, qui brisent les règles, qui brisent les lois, eh bien, on se demande à quel sein c'est voué. Alors, puisque nous parlons des manifestations, parlons un peu de ce qui s'est passé à Uvira. Il y a eu de fortes manifestations, des manifestations populaires, par le fait que le gouvernement ou le président de la République avait nommé un général, Olivier Kassita. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Il a été refusé. Il me semble qu'il est impliqué dans la chute de Goma. Alors, des manifestations, finalement, le général quitte Goma, quitte Uvira pour Kinshasa. Vous croyez que le pays est déjà dans une mauvaise voie, puisque trop de manifestations, ça peut amener à un résultat qu'on n'entend pas? Non, quand il y a des manifestations, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes. Il faut adresser les problèmes, et quand vous avez adressé ces problèmes de manière adéquate, il n'y aura plus de manifestations ou sinon presque rien. Mais lorsqu'on cherche à réprimer les manifestations sans en chercher les causes, les root causes, comme on le dit en anglais, donc les causes qui ont fait qu'il y ait ces manifestations pour arranger les choses, eh bien, il y en aura toujours avec des conséquences très souvent imprévisibles. Et ce qui se passe à Uvira est déplorable, nous l'avons dit. Et nous le redisons ici, on ne peut pas laisser mourir des gens parce qu'on veut diriger par défi. Lorsque vous êtes chef pour n'abattre. C'est pour les hommes, les gens, et là il s'agit d'une entité. Et ce monsieur-là, général de son état, est supposé sécuriser cette population. Et je sais qu'il y en a qui disent qu'il y a une instrumentalisation et qu'on sort. Tant mieux, il pourrait y avoir instrumentalisation ou quoi, et nous n'en disconvenons pas, mais au moins il faut s'engager dans un dialogue. Parce que lorsque les autres s'expriment et qu'ils émettent des réserves ou des doutes sur la personnalité d'un individu, on ne va quand même pas laisser tuer les gens, notre population qui a déjà trop souffert juste pour protéger une nomination, un seul individu. Pendant que cette population a déjà trop souffert. On nous a déjà trop tués. Et maintenant, on va tuer d'autres personnes, on va créer du désordre simplement parce qu'on veut protéger une personne. Mais cet individu a gagné la confiance. Est-ce que cette personne, s'il vous plaît, est-ce que c'est une personne providentielle? C'est elle qui va faire que, bon, Uvira ne va pas tomber, c'est sûr, nous y croyons, nous pensons que nos forces de défense vont faire leur travail, mais est-ce que c'est cette personne qui va faire que nous récupérions le reste du territoire de notre pays? Il a gagné la confiance du chef de l'État. La confiance du chef de l'État est basée sur des éléments vrais ou fausses par moment, dont le chef de l'État reçoit de ses services. Mais qui vous dit que ces services ont toujours raison? Non. Ils peuvent commettre une erreur. Les services, même les plus forts services des renseignements du monde, des Américains ou des Israéliens ou des Russes ou des Français et autres, ils commettent parfois des erreurs. Et on peut induire le chef de l'État dans cette erreur-là. Et c'est là où nous en appelons à la sagesse du chef de pouvoir, lorsque un cas comme celui-là est posé, eh bien, de prendre une mesure conservatoire, notamment de surseoir cette ordonnance. Il n'y a rien de particulier dans ça. Et la population n'a pas aimé pour une raison quelconque. Le chef de l'État va créer une petite commission qui va enquêter sur la personne pour savoir si ce qui lui est reproché, parce que ce qui s'est passé là est trop violent. Alors, le chef de l'État ne peut pas laisser passer ça comme si de rien n'était. Il faut qu'il essaye de savoir ce qui se passe autour de ces violences-là et lever une autre option. Mais il faudrait comprendre que d'entrée de jeu, que cette personne ne peut plus travailler là-bas. Parce qu'il n'y a plus cette complicité entre les dirigés et les dirigeants. Puisque aujourd'hui, nous sommes en guerre. Nous, la population, nous devons composer avec nos services de défense et de sécurité. Parce que les informations nécessaires, les renseignements qu'utilisent nos services de renseignement viennent de la population. Mais s'il y a méfiance entre la population et nos services de défense et de sécurité et nos dirigeants, ça dit que plus rien ne va. Donc, il faudrait maintenant mettre en place un mécanisme pour reconstruire cette confiance et la consolider pour que nous puissions espérer, dans un avenir que nous aimerions proche,
renverser la vapeur. Mais entre-temps, sur terrain, les combats continuent. Il y a eu des violents combats entre les Ouazalendo et les rebelles 1-23. Mais on pourrait dire même que les accords qu'on a signés, Doha et puis Washington, ces accords-là ne fournissent absolument rien. Et aussi, pendant même qu'il y a les assises, la 60e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme à Genève, mais sur le terrain, on continue toujours à encaisser des cas de violation des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Oui, nous l'avons dit aussi en son temps et nous ne cessons de le dire que ce n'est pas Doha, ce n'est pas Washington, ce n'est pas l'Afrique du Sud, je ne sais plus dans quelle ville ils étaient, ou Luanda qui réglera nos problèmes. Tous ces mécanismes internationaux ne viendront qu'en appui à nos efforts, à nous, internes, de pouvoir pacifier notre pays, à notre volonté, à nous, de vouloir voir les choses évoluer dans le bon sens. Lorsqu'en interne, nous ne faisons rien et que nous attendons que la solution vienne de l'extérieur, eh bien la situation va continuer. Nous avons dit ces choses depuis le début. Nous ne pouvons pas empêcher notre diplomatie de fonctionner. Parce que cela n'est que leur devoir régalien, n'est-ce pas, de chercher voies et moyens diplomatiques ou autres à pouvoir solutionner nos problèmes. Mais nous l'avons dit en ces temps-là que les énergies qu'on a fournies tous ces temps tournées vers l'extérieur, alors qu'en même temps le chef de l'État dit que la solution doit venir de chez nous, de l'intérieur. Il y a contradiction. Ou ce sont des personnes qui sont supposées matérialiser la pensée du chef de l'État et qui ne sont pas à la hauteur, excusez-moi de le dire ainsi cru, mais ou alors il n'y a pas de volonté de pouvoir le faire. Et ici, quand nous voyons ce qui se passe à Doha et ailleurs, il y a eu des signatures, soit tantôt de déclarations d'intention ou quoi, et puis il y a eu des accords ou un accord signé. Et dans ces accords-là, on a parmi les premières choses les plus importantes à observer, c'était l'observance stricte du cessez-le-feu. Et nous l'avons dit en son temps et nous le redisons, est-ce que vous avez vu un cessez-le-feu? Non. Et ce cessez-le-feu n'a pas été demandé qu'à Doha ou à Washington, ça l'a été aussi à Luanda. Est-ce qu'à un seul moment, il y a eu cessez-le-feu? Non. Et parce que les intérêts sont divergents et qu'il n'y a pas un mécanisme réel de pouvoir ramener ces esprits en place. On est allé à l'étranger pour discuter. Or, à l'étranger, la donne est différente. À l'étranger, on va parler business. Parce qu'il y a des hommes d'affaires qui veulent faire leurs affaires. Ils vous disent, bon, entendez-vous, et voilà, et nous voulons que cette partie soit en paix pour que nous puissions gagner notre argent, nous puissions vous prendre vos minéraux. Donc la solution militaire est envisageable en ce moment ici. Écoutez, la solution militaire a montré ses limites. Il ne faut pas se leurrer. Mais la défense, nos services de défense doivent continuer à faire leur travail. Mais dire que dans ce problème-là, dans cette crise-là, c'est la solution militaire était envisageable quand nous l'avons dit en son temps. Je ne sais pas, il faut le dire combien de fois. Et en son temps signifiait quand ces rebelles, appelez-les comme ça, étaient encore dans les montagnes où on aurait étouffé cette histoire dans l'œuf. On les a laissés descendre jusqu'à prendre Bunagana. Nous avons dit c'est maintenant ou jamais. Personne ne nous a écoutés. On en a fait des frères ennemis. C'est-à-dire on se caresse dans le sens du poil et pendant ce temps les autres plus rusés sont en train de grignoter le terrain et ils en sont là où ils en sont. Et quand on vous parle, quand on dit des choses, il y en a qui vous taxent de tout et de rien alors que matériellement, quand vous voyez sur le terrain, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous avons prédit s'est réalisé. Mais ce n'est pas magie, ça. C'est juste question de voir les faits et de comprendre et de lever de bonnes options. Et ça, c'est le devoir des personnes, hommes et femmes intelligentes qui sont autour du chef de l'État, de comprendre d'abord c'est quoi un président de la République, c'est quoi un État et c'est quoi être auprès du chef de l'État comme conseiller, comme directeur de cabinet, comme ministre, comme député ou consort. Et lorsqu'on ne connaît pas ça,
lorsqu'on pense qu'on est dans la fonction publique pour devenir riche, pour amasser de fortunes, pour devenir puissant, un populiste puissant, eh bien, on n'est pas à sa place. Et là, ça redevient, comme ça l'a toujours été, la responsabilité du chef de l'État. Donc la solution de tirer les leçons de ce qui se passe et de prendre des options qui s'imposent. Aujourd'hui, tout est à refaire. Tout. Mais alors, tout est à refaire. Notre armée doit être refaite. Elle doit être capacitée à défendre réellement notre sol. Mais pour cela, il faudrait que la politique d'abord se mette en place. Et la politique est en désordre. Et quand la politique est en désordre, le social est en désordre, la justice n'existe pas, eh bien, c'est la débandade. Il faut tout refaire. Et pour refaire ces choses-là, il faut qu'on se mette ensemble. Et il ne faut pas le faire comme un défi. Il n'y a pas de défi ici. Parce que, je l'ai toujours dit, Tshisekedi n'a pas le droit d'échouer. Parce que si Félix Tshisekedi échoue, c'est nous tous qui échouons. Si notre parti du pays qui est là-bas, tel que ça est là-bas, nous en souffrons tous. Parce que la RDC forme un corps, un tout. Et il suffit qu'il y ait un mal de l'orteil, eh bien c'est tous les corps qui souffrent. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui souffre de ce qui se passe, mais il a l'obligation, il a le devoir de lever les options conséquentes parce que nous l'avons placé là-bas pour qu'il joue ce rôle et il doit le jouer pleinement et il est de notre devoir de dire ce qui ne va pas quand ça ne va pas, de ne pas applaudir, parce que ce n'est pas un devoir pour nous d'applaudir, mais lorsque quelque chose va mal, c'est à nous de dire que ça va mal. Et le fait de le dire, ne pas être contre quelqu'un ou à l'encontre de sa politique. Mais seulement on demande qu'on rectifie le tir parce que si le tir est mal parti, nous en subissons tous les conséquences. Et personne n'a envie qu'on subisse des conséquences telles que les humiliations que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Alors, dernière question, c'est en rapport avec ce qui se passe à Genève. Kinshasa fait tout pour que les génocides congolais soient reconnus sur le plan international. Kigali se moque de Kinshasa et nie son implication derrière les M23. Vous voyez que les combats entre les deux capitales s'intensifient. D'abord, disons-le. Vous savez, moi, j'aime pas. Je n'aime pas quand vous me parlez de Kigali, du Rwanda, des choses. C'est une perte de temps, d'énergie. Parlons Congo. Notre problème se réglera au Congo entre Congolais. Mais les génocides Kigali, s'il vous plaît, ce n'est pas par Kigali. Kigali a attaqué notre pays, il a endeuillé nos populations, et vous attendez quoi de lui? Qu'il dise quoi? Qu'il vous caresse le quoi? Qu'il vous fasse des yeux doux? Non. Il est dans une logique. Et cette logique est cohérente pour lui. Et il va continuer ainsi s'il n'y a aucune force contraignante. Et cette force contraignante doit d'abord résulter de l'unité entre Congolais. Qu'on ne laisse plus une brèche ou Kigali ou quelqu'un d'autre, parce qu'il n'y a pas que Kigali, il y a aussi, comment on appelle l'Ouganda là, voilà. Jumbura? Non. L'Ouganda, avec le Rwanda. Le Rwanda n'est pas seul, il y a aussi l'Ouganda qui est dans la même sphère contre notre pays. Mais on n'en parle pas. Je comprends que le gouvernement soit en difficulté de ne pas vouloir ouvrir plusieurs fronts. C'est pour ça que nous devons d'abord commencer par créer notre front à nous, en interne, avant de faire face à toutes les variables externes. Mais lorsqu'en interne, chacun pense de son côté que bon, et comme Félix est là, bon, on va tout faire pour qu'il échoue, mais s'il échoue, c'est nous tous qui échouons. Ou alors Félix et ses hommes vont dire non, voilà, c'est nous qui sommes là, nous y restons, c'est notre tour, nous allons tout faire. Eh bien, nous n'avons pas besoin de couler avec vous. Donc, il faut appliquer les plans de contingence. Eh bien, si le plan de contingence d'alerte RDC avait été suivi de manière désintéressée, et je vous assure qu'on n'en serait pas là où on est. Et aujourd'hui, au-delà du plan de contingence, qui n'est qu'un contenu d'un processus plus globalisant, qui a été pensé
initié et proposé par nos pères de la CENCO et de l'ECC, ce plan de contingence vient se greffer. Parce qu'il y a des gens qui se leurrent à dire que non, voilà, le président de la République a son mandat. Mais bien sûr qu'il a son mandat. Qui parle de son mandat? Personne. Et là, il l'assume. Mais nous ne laisserons pas, lorsque nous voyons que ce mandat est en train de mal évoluer, nous dirons ce qu'il faut pour que les choses changent. Mais par contre, le processus du pacte social initié par la CENCO et l'ECC, s'il est mis en application avec les propositions qui contenues dans le plan de contingence d'alerte RDC, de manière objective, désintéressée et citoyenne, on met tous ces instruments-là de gouvernance et de politique en place et je vous assure que ce pays, en 5-10 ans, il ne sera plus ce qu'il est aujourd'hui. Mais il faudrait qu'il y ait de la volonté de pouvoir le faire. Adim Saté, principal de Alerte RDC, Jeff Pambi, nous vous disons merci. Merci à vous.